voilà, bonjour à tous. Comme promis, on vous avait promis un sujet sur l'écornage, pour ou contre. Donc, je reçois Dominique Perronne qui va nous présenter, qui va se présenter et qui va nous parler de ce sujet intéressant puisqu'il y a énormément de choses à dire. Donc, bonjour Dominique. Bonjour. Donc, présentez-vous. Donc, Dominique Perronne, je suis journaliste agricole et correspondante sur la Lorraine, donc pour cette revue, voilà, depuis à peu près 8 ans. D'accord. Voilà. Donc je suis amenée à rencontrer beaucoup d'agriculteurs puisque mon quotidien, on va dire, ce sont des reportages sur les exploitations et dans les organismes techniques. Et que des éleveurs. Non, pas que des éleveurs, puisque l'agriculture c'est quand même tout un ensemble de choses. Donc ça peut être des exploitations qui travaillent sur les grandes cultures, donc des éleveurs, et de plus en plus aussi sur les circuits courts. Voilà. D'accord. Donc je ne suis pas une spécialiste, mais je peux m'exprimer sur des choses que j'ai vues sur les exploitations, puisque donc le thème du jour, vous allez donc en parler, c'est l'écornage, et c'est un sujet qui préoccupe les agriculteurs et les éleveurs. Donc aujourd'hui, voilà. Récemment? Non, c'est quelque chose, c'est un souci récurrent qui l'est de plus en plus depuis que les animaux sont dans des stabulations, donc et sont dans des espaces plus contraints, donc ce qui pose plus de problèmes du fait du rapprochement des animaux. D'accord. Alors la question que si je souhaitais vous rencontrer, c'était parce que nous avons des fans sur la page d'Aston qui me posent, quelques-uns me posent la question pourquoi on ne coupe pas les cornes à Aston ou qu'on a écorné à la naissance, qu'on a souhaité pas faire évidemment pour le laisser naturel. Alors pour ou contre, est-ce que le bien-être animal est entaché, quels sont les avantages? Énormément de questions et puis vous allez reprendre la parole, Dominique, et nous expliquer tout ça. Alors, donc l'écornage reste un souci pour les agriculteurs parce qu'ils savent très bien que ça fait quand même souffrir, même s'il y a des moyens maintenant pour limiter la douleur, ça fait souffrir les animaux. Alors les techniques qui sont utilisées, c'est on brûle en fait le tout début des cornes aux veaux quand ils ont entre 15 jours et un mois. Il y a des systèmes de pâtes acides qui sont utilisés ici. Mais la douleur est toujours là. La douleur est toujours là. Il y a aussi, ce matin, j'étais à la station Arvalis Lorraine, qui a aussi un troupeau, en plus de sujets sur les grandes cultures. Et elle me disait, donc eux, ils sont aussi préoccupés par ça, donc ils utilisent des anesthésiants à base de froid pour atténuer la douleur. Mais ils savent que c'est pas encore ça. C'est pas encore complètement résolu. Voilà, donc ces techniques-là qui sont utilisées majoritairement. Voilà. D'accord. Alors pourquoi utiliser ces techniques-là et pourquoi écorner les vaches? Alors pourquoi on écorne les vaches? Pour éviter en fait qu'elles se blessent et qu'elles blessent aussi les éleveurs. Donc là j'en reparlerai après. J'ai fait un reportage sur une exploitation qui a des salers. Alors les salers, ce sont ces vaches, on en voit énormément en Lorraine, mais on en voit, qui ont la robe couleur acajou et qui ont des grandes cornes qui sont originaires du Massif central. Donc sur cette exploitation, il y a déjà eu des problèmes de vaches qui se sont blessées entre elles et aussi des avortements qui sont liés à des coups de cornes. Voilà. Donc le souci, c'est là et la sécurité des animaux et la sécurité des éleveurs. D'accord. Donc on vous remettra les références de l'article de Dominique qui a écrit effectivement sur l'écornage, sur cet élevage-là bien précisément. Donc à la fin du reportage, on vous laissera les coordonnées pour relire l'article. Et pourquoi est-ce que ça fait alors je reformule, pardonnez-moi, cette préoccupation d'éviter de blesser l'homme et éviter de blesser les vaches, c'est récent ou ça a une cinquantaine d'années? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est quand les animaux vivaient plus dans des espaces plus larges, on va dire, sur des grandes parcelles, c'était sans doute plus simple, parce qu'on imagine que les salers, quand elles étaient dans des grandes prairies dans le Massif central, c'était moins un souci. Mais maintenant, donc tout ça, ces animaux, c'est des animaux qu'on élève maintenant dans d'autres régions, dans des étables où ils ont l'hiver, où ils ont quand même beaucoup moins de place.
D'où ce problème. Et d'où la recherche de solutions par les éleveurs, qui disent aussi qu'un animal, même quand il est petit, il garde il faut les attraper. C'est comme quand on est vacciné, il faut les attraper, il faut les maintenir pour opérer ces techniques d'écornage, et les animaux s'en souviennent et conservent c'est quand même un petit traumatisme de l'opération, même si des efforts sont faits pour qu'ils souffrent moins. Voilà. Donc ce que j'ai cru comprendre par la suite, c'est que maintenant qu'il existe des nouveaux moyens pour éviter les cornages douloureux, on va dire ça comme ça, puisqu'on parle de génétique. Voilà. Alors une des pistes qui se développe depuis, on va dire, 10-15 ans, voire même plus dans d'autres pays, c'est la sélection génétique qui permet d'avoir des animaux sans cornes. Voilà. Donc il y a une introduction de gènes qui est faite à partir d'autres races. Qui permet donc d'avoir, au bout de 3-4 générations, d'avoir des animaux sans cornes. Sachant que le gène sans cornes est un gène dominant. Donc ce qui veut dire que il va rapidement, on va dire, pour schématiser, rapidement prendre la place du gène avec cornes. Voilà. Donc dans un élevage où on va travailler cette génétique-là, et on peut, au bout de 2 générations, avoir des animaux sans cornes. D'accord. Ouais. Et sachant que dans certains pays, par exemple au Canada, ça fait une 40aine d'années qu'ils ont, par exemple sous la Salers, des animaux sans cornes. Donc il y a des éleveurs qui ont fait venir des embryons ou des animaux reproducteurs de ce pays-là pour introduire le gène. Alors, excuse-moi, le souci quand on fait de la sélection génétique, c'est que déjà on perd les caractéristiques initiales de la race. Par exemple, effectivement, on peut parler de la Salers, mais d'autres animaux qui sont dont les cornes sont assez emblématiques en fait. Voilà. Et d'où cette opposition de certains éleveurs, d'organismes de sélection sur ce problème-là. Voilà. Et il y a aussi un autre problème, c'est que quand on fait de la sélection et qu'on introduit des gènes qui viennent d'une autre race, on peut perdre les qualités intrinsèques de la race. C'est-à-dire, par exemple, les qualités de la viande. Voilà, on peut les races sont élevées pour certaines qualités, notamment bouchères. Et si on sélectionne, si on introduit d'autres gènes, on peut perdre certaines qualités. Alors certaines qualités, ça veut dire une moins bonne qualité de viande chez le boucher. On peut en traduction. Alors, en revanche, ça, on peut le savoir qu'au bout d'un certain temps. Et donc, il y a l'article que j'avais fait là sur la sélection de gènes sans cornes sur sur une race Salers. Donc, il y a un gène qui est issu d'une race qui s'appelle Angus, qui est élevé en Grande-Bretagne, dans les pays du Nord. En fait, ils se sont rendus compte que si au contraire il y avait le persillé de la viande était même amélioré. Donc là ils sont quand même contents du résultat. Et voilà. Donc il n'y a pas eu une dépréciation de la qualité bouchère de la race. Mais sachant aussi, donc on n'est pas 100% sûr. Voilà, la sélection génétique, c'est sur du long terme, et c'est un peu, il faut du temps pour savoir connaître les résultats. Et pour aller plus vite, parce que normalement, la sélection génétique, c'est 10 ans. D'accord. Mais les éleveurs maintenant travaillent avec des transferts d'embryons, ce qui permet d'aller plus vite dans la sélection. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est que ça améliore, on évite les douleurs par les cornages, voilà. Et deuxièmement, d'après ce que vous dites, évidemment, je reprends, ça améliorerait au bout d'un moment la qualité de la viande. Pas forcément. Là, dans le cas précis, les éleveurs ont constaté que la qualité intrinsèque de la qualité bouchère était améliorée, mais c'est pas systématique. De recul pour avoir. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Et de recul, pas que sur la viande, mais pour avoir un retour satisfaisant, quels sont les avantages finalement en passant par la génétique? Il y a jamais, la réponse, elle va jamais être satisfaisante à 100%. D'accord. C'est comme dans les grandes cultures, il y a une sélection génétique qui est faite sur les variétés de céréales, par exemple, et on se rend compte que il va y avoir d'autres problèmes de tolérance, par exemple au stress hydrique, etc. Donc là, dans l'élevage, en fait, c'est la même chose. Mais c'est positif dans l'ensemble.
c'est positif pour le bien-être animal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi un peu des raisons historiques qui expliquent pourquoi on a des animaux avec cornes et sans cornes. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, en fait, le mode de traction qui était utilisé, c'était le collier. Ah oui. Donc que les bêtes avaient un collier autour du cou. Donc c'était d'où les cornes n'avaient pas d'intérêt. Enfin, n'avaient pas cet intérêt pour la traction. Alors que dans les pays du sud de l'Europe, on a majoritairement utilisé le joug, le J-O-U-G, qui était posé sur les cornes des vaches. D'où on avait besoin d'animaux à cornes. D'accord. Et c'est tout ça qui fait que. Et ça c'est historique. Et ça remonte à des. On en a plus cette utilité. Et maintenant on n'utilise plus les animaux pour la traction et les cornes, c'est un problème. Alors avant d'arriver à la conclusion et de vous poser la question à vous, cette génétique, même si on dévie un petit peu du sujet, je pense que vous avez tous entendu parler des fermes-usines, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup. Donc c'est un outil, la génétique est vraiment un outil fabuleux pour ces fermes-usines, même si c'est encore un autre sujet, mais j'imagine qu'il y a moins d'accidents pour des fermes-usines où il y a énormément d'animaux condensés sur un petit espace. Ouais, ça va, je pense que ce genre d'exploitation, comme la ferme d'10 000 vaches là, qui est dans la Somme, il y a le responsable disait dans un interview à l'éleveur laitier, il dit on va complètement à contre-courant de la demande sociétale. Donc ce genre d'exploitation, même si les animaux ils sont bien, souvent ils sont même mieux que certaines petites exploitations où il n'y a pas les moyens humains, où il n'y a pas la technique. C'est marrant parce qu'à la télévision, justement, les médias télévisuels nous expliquent que c'est totalement contraire au bien-être animal. Ah non, ça c'est faux, parce que souvent c'est des exploitations où ils ont la place, où il y a du personnel, où elles ont de la musique, où ils ont des brosses, où ils sont probablement mieux traités que sur certaines petites exploitations qui sont qui sont plus aux normes et voilà. Même si l'éleveur sait que pour avoir une bonne productivité, pour que tout tourne bien, il a toujours complètement intérêt à ce que ces animaux soient bien. Et comme dans toutes les professions, vous allez avoir des gens, malheureusement des gens où ça se passe mal, comme dans les abattoirs, où il va y avoir des problèmes. Mais majoritairement, les éleveurs, aiment entre guillemets leurs animaux. Et moi, j'ai même fait un reportage sur une exploitation. C'était une productrice de lait. Elle avait 180 vaches, et parce que c'était un regroupement de 2 exploitations, et elle appelait les vaches ses filles. Ah oui. Et elle pleurait, elle me disait moi je pleure quand elle part à la télé, je crois. Ouais, elle pleure quand elle part à l'abattoir, quand certaines de ses vaches devaient partir à l'abattoir. Il y a quand même un lien, on peut pas le nier, il y a quand même un lien, et les éleveurs aiment leurs animaux mais il faut aussi, c'est aussi leur outil de travail, c'est aussi les animaux sont là pour produire. On peut pas, c'est pas, et le problème qu'il y a en ce moment, depuis quelques années avec ces histoires de bien-être animal, c'est que le citoyen ne fait pas la part des choses entre l'animal qui sert à la production et l'animal de compagnie. Tout simplement, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus, mais il y a trop d'amalgame par rapport à cette question. Donc pour revenir à notre sujet des cornages, on a vraiment on a brossé large, mais au moins on a quand même certaines vaches dans les élevages, elles sont brossées. On a au moins une bonne base d'informations pour pouvoir répondre aux questions des gens qui voilà. Donc revenir sur les cornages. Alors vous, Dominique, puisque vous avez travaillé sur le terrain et que vous avez parlé à un tas d'éleveurs, est-ce que vous êtes pour ou contre les cornages? Même si on a parlé tout le sujet des avantages et des inconvénients, mais vous, qu'en pensez-vous? Je sais pas si je pense pas être en mesure d'être je suis pas assez spécialisée, j'ai pas fait assez de reportages pour pouvoir me prononcer, mais je pense que si les cornages est fait dans de bonnes conditions, et ce qu'il faudrait développer, je pense, c'est l'anesthésie avant les cornages. Je pense que si les choses sont bien faites, les animaux vont ressentir quelque chose, mais il faut quand même bien savoir que la corne, c'est quand même
ça reste quelque chose normalement c'est pas une matière vivante, c'est quelque chose de, c'est comme les cheveux, quand on vous coupe les cheveux, normalement on ressent pas quoi. Il y a quand même du stress pour l'animal, mais si c'est fait dans de bonnes conditions, je pense qu'on peut quand même continuer à écorner les animaux en développant les techniques pour anesthésier quoi. Et la sélection, c'est quand même quelque chose de, alors une voie, donc c'est effectivement la sélection génétique pour avoir des animaux sans cornes, mais ça demande du temps et on n'arrivera jamais à avoir un troupeau, on va dire troupeau France, avec des animaux sans cornes quoi. D'accord. L'écornage reste quand même obligatoire sur la majorité des exploitations. Et pour revenir pour vous parler d'un autre sujet où je vous ai montré ce qui se passe en Suisse. Ouais. Là, on parle pas de génétique, on parle soit d'élevage avec cornes, soit d'élevage sans cornes, de vaches sans cornes. Et que pensez-vous justement où la politique suisse valorise avec des aides financières les élevages avec cornes et quelque part sanctionne les élevages sans cornes? Ouais, mais donc apparemment le référendum a montré que les citoyens n'étaient pas pour favoriser ces aides financières. C'est sous prétexte du bien-être animal. Ouais, mais bon, c'est délicat. Compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est à chaque éleveur à se poser la question. Est-ce que je comprends que ça perturbe les citoyens, mais est-ce que c'est aux citoyens de se prononcer sur ce genre de choses? Je suis pas sûre quoi. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui évoluent. On se pose la question parce que la vache, on la connaît avec des cornes. Historiquement partant. Ouais, mais de moins en moins. Oui, de moins en moins. Mais maintenant, c'est pas naturel. Ouais, c'est. Voilà. Ouais. Et donc, c'est juste pour parler de cette chose, parce que nous, quand on est avec nos bras, nos jambes, si on nous faisait une sélection génétique. C'est de l'eugénisme un peu, voilà. C'est un peu de l'eugénisme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même pour le confort de l'éleveur et pour le confort des animaux. La stabulation libre, où les vaches se déplacent sans entrave dans les étables. Comme en France, en Suisse, 3/4 des ruminantes sont écornées. Oui, et là on voit très joli la longueur des cornes. Une initiative défend les vaches à cornes au nom de la dignité des animaux. On a adapté un animal à notre production, industrialisation, et ça, je ne suis pas du tout d'accord. On peut produire du lait, on peut produire de la viande, mais on peut respecter l'animal. Mais c'est vrai que les notions de bien-être animal se développent de plus en plus. Il y a une étude en Allemagne là, qui dit que en fait maintenant il y a des espèces de labels pour les animaux qui sont élevés suivant certaines catégories de bien-être, et elles se répercutent maintenant c'est des labels qui sont visibles à l'achat. C'est-à-dire que maintenant vous allez acheter votre barquette de viande et ça va être mentionné en Allemagne animal élevé suivant certains critères de bien-être. Et ces notions-là maintenant dépassent en Allemagne, par exemple, la notion de bio. C'est-à-dire que entre une barquette de viande qui va être estampillée bio et une barquette de viande qui va être estampillée bien-être, maintenant le consommateur il va choisir la barquette bien-être. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se développent. Et ça commence à se développer en France, puisqu'il y a eu une émission sur AMC Story la semaine dernière avec Bourdin, qui expliquait justement ces fameux labels sur les barquettes de viande, mais qui n'existent pas encore en France, puisqu'en France, c'est pas encore créé. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même, en conclusion, il faut quand même bien savoir que c'est un souci de l'éleveur, c'est un souci récurrent, et c'est voilà, et ça se réglera pas de façon rapide. Mais les éleveurs en sont bien conscients et pour eux ça reste un problème. Encore un petit mot pour la fin. Non, je sais pas. Je m'écoute à la dernière question. Alors, je remercie Dominique Perronne qui nous a parlé du sujet sur l'écornage, et vous retrouverez toutes les informations supplémentaires à la fin du reportage. Merci Dominique. Merci.